Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Utilisez le code TheFlaresYT pour bénéficier d'une promo exclusive. Petit préambule rapide sur la situation actuelle à l'heure où la vidéo est publiée. C'est évidemment impossible d'ignorer l'invasion russe en Ukraine et de sortir une vidéo sur comment se répandre dans tout l'univers comme si de rien n'était. Il y a un petit côté surréaliste. Toutefois, notre ligne éditoriale a toujours été le futurisme, un peu de vulgarisation scientifique et philosophique de la science-fiction. The Flares n'est pas une chaîne d'actualité ni de commentaires géopolitiques et on ne se sent pas particulièrement qualifié pour donner notre avis. Il y a suffisamment de bruit comme ça dans ce qui est de plus en plus qualifié comme une infowar. Ceci dit, je vous recommande le site Improve the News qui offre plusieurs points de vue afin d'éviter les silos gauche-droite, pro-russe, anti-russe, etc. Il n'empêche que des innocents sont obligés de quitter leur pays dans des conditions tragiques et beaucoup de souffrance est ajoutée dans un univers qui en contient déjà bien trop. On peut tous faire un petit quelque chose et de notre côté, les revenus de cette vidéo seront versés à un fonds d'aide des Nations Unies pour aider les réfugiés ukrainiens, y compris l'argent du sponsor mais également les vues. Donc une façon de contribuer serait par exemple de partager le plus possible cette vidéo. Vous pouvez aussi vous rendre sur Stand for Ukraine et choisir l'organisation humanitaire que vous trouvez la plus apte à supporter. Voilà, maintenant place au futur et au paradoxe de Fermi. L'espace est vaste, l'espace est immense. Vous n'allez pas croire à quel point il est vaste, énorme, époustouflant. Je veux dire, vous pouvez penser que le chemin qui mène à la pharmacie est long, mais ce n'est rien à comparer à l'espace. Les distances sont tout simplement trop grandes pour être parcourues en une vie. Voilà comment Douglas Adams, auteur du Guide du voyageur galactique, décrit l'univers dans sa saga littéraire à succès que je recommande chaudement. Stuart Armstrong et Anders Sandberg, deux chercheurs au Future of Humanity Institute à Oxford, se sont quant à eux posé la question de savoir quelles sont les possibilités pour atteindre toutes les régions de l'univers, si tant est que c'est possible et qu'une civilisation soit assez motivée pour se lancer dans un tel projet. Après quelques calculs, en faisant de l'ingénierie exploratoire et sûrement pas mal de café, ils sont arrivés à l'étonnante conclusion qu'il serait relativement facile pour une civilisation de se répandre dans tout l'univers atteignable. Je précise que facile est entre guillemets. L'article académique en question s'intitule « L'éternité en 6 heures, diffusion intergalactique de la vie intelligente et accentuation du paradoxe de Fermi ». Je vous le mets dans la description pour les curieux et également quelques conférences en anglais qui m'ont servi comme matière pour cette vidéo. Au passage, j'ai eu la chance de recevoir Stuart Armstrong sur le podcast La Prospective autour d'une conversation qui devrait vous intéresser si vous aimez ce genre de sujet. Dispo sur YouTube et sur la plupart des applications de podcast en exclusivité gratuitement et en léger différé. Voyons donc comment peupler tout l'univers. Juste une précision, il faut prendre ce qui suit comme une sorte d'expérience de pensée servant à affiner certaines hypothèses que l'on pourrait avoir sur l'univers, les voyages spatiaux, l'énergie, les civilisations extraterrestres et surtout le paradoxe de Fermi. Quelques principes qui vont servir à guider la réflexion. Déjà, si la nature peut faire quelque chose, c'est une preuve de faisabilité, donc une civilisation technologique est également capable de faire cette même chose de façon similaire ou mieux. Par exemple, de ce que l'on sait, la nature a produit de l'intelligence au moins aussi développée que la nôtre. Donc, nous pouvons sûrement concevoir de l'intelligence artificielle de niveau au moins humain. Les cellules possèdent un mécanisme de réplication, nous pourrions concevoir des machines qui se répliquent sur des échelles nanométriques. La deuxième heuristique, c'est qu'on peut automatiser des processus. On est déjà assez compétent à cet exercice sur des chaînes d'assemblage par exemple. Et on estime que d'autres processus complexes peuvent être automatisés, comme construire des machines ou des usines entières. On pourrait même aller plus loin en postulant que toute tâche qui peut être effectuée peut être automatisée. Et enfin, l'échelle en soi n'est pas une barrière insurmontable. Ce n'est pas parce qu'un projet semble titanesque, comme se répandre dans tout l'univers, qu'il ne peut pas être morcelé en une série de petites tâches. Si on met de côté les aspects économiques et sociaux, les seules contraintes physiques sont l'énergie, les ressources et le temps. Pour l'énergie, la source la plus abondante se trouve juste au-dessus de notre tête, le Soleil. Alors, il existe plusieurs moyens de récupérer une portion de son énergie. Le plus efficace reste sans aucun doute la sphère de Dyson, ou plutôt l'essaim ou la bulle de Dyson. Je ne vais pas entrer trop en détail sur le fonctionnement et la faisabilité de cette mégastructure, tout simplement car nous avons une vidéo qui décortique les grands aspects. Et pour aller encore plus loin, je vous invite à écouter le podcast avec le physicien quantique Claude Semet sur le sujet. Mais l'idée est d'utiliser environ 2% de la masse totale des astéroïdes ou les ressources de la planète Mercure pour construire des orbiteurs ou des voiles solaires qui vont capter les rayons du Soleil. Bon,
Démanteler Mercure va sûrement déplaire à certains cosmo-environnementalistes, mais je laisse le débat éthique pour le moment. Le processus est simple. On mine des matériaux, on les envoie en orbite près du Soleil, des machines s'occupent de construire des collecteurs solaires, ces derniers capturent de l'énergie, qui sert à alimenter plus d'extractions minières, pour avoir plus de matériaux en orbite, faire plus de collecteurs solaires et avoir plus d'énergie. Bref, vous l'aurez compris, en commençant petit, on enclenche une boucle de rétroaction qui génère une croissance exponentielle. Peu importe si le premier cycle prend 10, 20, 50 ans, tant que la boucle de rétroaction est possible, une croissance exponentielle garantira généralement la construction de la sphère de Dyson en un petit nombre d'itérations. Les auteurs de l'article partent du postulat que le premier cycle prendra 5 ans, et sur cette courbe logarithmique, on observe une croissance de l'énergie disponible au fur et à mesure du démantèlement de Mercure. En un peu plus de 30 ans, pof, plus de planète. Si vous froncez les sourcils incrédules face à ce projet d'astro-ingénierie, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une tentative de prédire ce que l'on va faire à la fin du siècle. C'est plutôt un modèle qui sert d'exemple pour illustrer qu'une civilisation avancée qui souhaite obtenir très rapidement une grande quantité d'énergie, eh bien elle ne va pas rencontrer tellement de problèmes. Encore une fois, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est facile, sur le papier, et ça n'avait pas à l'être. Le rendement énergétique n'étant pas de 100% en raison des lois de la thermodynamique, environ un tiers des 3,8 fois 10 puissance 26 watts d'énergie du Soleil pourra servir pour la propulsion. Mais qu'est-ce qu'on envoie exactement? Eh bien une sonde de von Neumann capable de se répliquer. Alors un exemple de ce type de sonde prend cette forme. On prend un vaisseau spatial, on y met des couples fertiles, des systèmes de survie, de grandes bases de données et une usine embarquée. On envoie tout ça et vous avez une sonde de von Neumann. Bon, elle demande beaucoup de ressources, voyage très lentement, la vitesse de réplication est équivalente à la maturation d'un humain, bref, j'en conviens, son efficacité laisse à désirer. Plutôt que d'envoyer une grande flotte de vaisseaux multigénérationnels, une idée beaucoup plus efficace est encore une fois de copier Mère Nature. Des bactéries comme E. coli sont de robustes réplicateurs. La plus petite graine pèse 1/100000 de gramme, mais peut assembler une structure macroscopique, en l'occurrence une plante. Les auteurs de l'article estiment qu'il est raisonnable d'envisager un réplicateur ayant une masse de 30 grammes, comprenant de l'IA de niveau humain ou supérieur et des membres pour manipuler l'environnement, une sorte de petit insecte. Et en termes de mémoire, si vous pensez qu'on peut difficilement faire mieux que le dernier SSD disponible à la FNAC, détrompez-vous. La méthode la plus compacte de stockage de données raisonnablement imaginable serait un diamant constitué d'un mix carbone 12 et 13. 1 gramme pourrait contenir à peu près toutes les données de la planète. On est loin d'être arrivé au bout de la loi de Crider, de la loi de Moore pour le stockage de données. Et on a aussi la possibilité d'utiliser l'ADN qui peut stocker d'énormes quantités de données, comme un humain. Mais avant de passer à la prochaine étape de cette expansion cosmique, parlons du sponsor de cette vidéo. Et oui, car en envoyant des sondes de von Neumann aux 4 coins de l'univers, vous avez meilleur temps de vous assurer qu'elles sont sécurisées. Entre en scène NordVPN. Je sais, j'ai essayé de faire une transition logique entre le thème de la vidéo et le sponsor, mais c'était assez moyen. En tout cas, NordVPN est le VPN le plus rapide du marché. Autrement dit, vous pouvez améliorer drastiquement la sécurité de votre navigation internet sans sacrifier en vitesse de connexion. C'est disponible sur ordinateur, smartphone, tablette et même votre Android TV. Un des avantages que je trouve les plus intéressants, c'est la possibilité de profiter des plateformes de streaming du monde entier, peu importe où je me trouve. Avec NordVPN, je peux par exemple profiter du catalogue Netflix des États-Unis, qui est bien plus large que Netflix France. Et si un site, une plateforme et même un jeu vidéo n'est pas disponible dans votre pays, il vous suffit de changer votre emplacement virtuel. C'est une sorte de téléportation de votre connexion internet. Si ça, c'est pas le futur. Utilisez le code TheFlaresYT pour bénéficier d'un plan de 2 ans plus 1 mois supplémentaire avec une énorme remise et avec une garantie de remboursement de 30 jours. Plus de détails dans la description et merci encore à NordVPN pour leur soutien. Un réplicateur ne peut pas simplement foncer à travers la galaxie et s'écraser sur des étoiles. Il doit ralentir et finalement atterrir sur une planète ou un astéroïde pour obtenir la matière première et les ressources nécessaires afin de créer plus de sondes. La décélération est donc une étape cruciale et c'est finalement le plus gros problème dans tout ce projet. Il faut ajouter au réplicateur un moteur qui servira au ralentissement, ce qui veut dire du poids pour le carburant. Ils ont fait les calculs pour 3 possibilités. L'antimatière est le grand gagnant avec des sondes de masse totale au lancement de 5 kg lancées à 99% de la vitesse de la lumière. Mais c'est une option accessible seulement aux civilisations les plus avancées étant donné que l'antimatière, on n'en trouve pas au supermarché rayon bonbons. C'est le truc le plus rare dans l'univers. Avec un moteur à fusion nucléaire, les sondes auraient une masse de 15 tonnes, lancées à 80% de la vitesse de la lumière, déjà significativement plus lourd mais plus crédible.
Et enfin des sondes à fission nucléaire de masse 35 tonnes lancées à 50% de la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, les fusées comme Falcon 9 pèsent plus de 500 tonnes, donc ces sondes autoréplicatives sont vraiment plus légères. Une autre considération sont les potentielles collisions. À des vitesses proches de celles de la lumière, la moindre poussière cosmique causera une explosion Big Badaboom. Même si des solutions peuvent être envisagées pour créer des boucliers ionisant les particules à l'avant des sondes, les auteurs de l'article estiment que pour jouer la sécurité, il faudrait lancer 40 sondes pour chaque galaxie afin de garantir qu'une seule arrive. On a donc une très grande quantité d'énergie et des sondes autoréplicatives. Reste à déterminer la destination. On pourrait opter pour le cas le plus souvent rencontré dans la littérature et l'imaginaire. Atteindre l'étoile la plus proche. Les sondes collectent les ressources pour construire d'autres sondes. Elles sont envoyées vers une autre étoile, jusqu'à ce que toutes les étoiles soient colonisées. Ensuite, on passe à la galaxie suivante, etc., etc. Autant dire tout de suite que ça va être long. Mais voici une autre façon de faire. Lancer toutes les sondes en même temps dans toutes les galaxies à notre portée. Pour ça, il nous faut un canon électromagnétique ou alors des lasers qui serviront au lancement. La propulsion chimique, on oublie. L'énergie provient de la sphère de Dyson, comme on l'a vu, alors le nombre de sondes nécessaires dépend de la vélocité atteinte, car certaines galaxies s'éloignent en permanence. L'univers est en expansion, et si on n'atteint pas certaines galaxies rapidement, elles seront à jamais hors de portée. Plus on va vite, plus on atteint de galaxies en fait. C'est évidemment approximatif, mais l'ordre de grandeur est correct. Une fois arrivées dans une galaxie, les sondes se répliquent, collectent des ressources, captent l'énergie d'une étoile et se répandent à l'intérieur de la galaxie. En quelques dizaines de milliards d'années maximum, la civilisation d'origine se sera répandue dans tout l'univers atteignable. Compte tenu que l'univers a encore des trillions d'années devant lui, c'est une expansion qui se déroulerait en un clin d'œil. Et pour ajouter du tabasco dans le couscous, ces calculs sont faits par des esprits humains du XXIe siècle. Certes, peut-être un peu plus aiguisés que la moyenne, mais Homo sapiens quand même. Si nous sommes capables de concevoir théoriquement ce genre de choses, assurément, des civilisations des millions d'années plus avancées auront d'autres cordes à leurs arcs. C'est peut-être encore plus facile de s'étendre dans tout l'univers. Le but principal de tous ces calculs est de montrer qu'il est possible d'ensemencer tout l'univers à des échelles de temps et d'énergie insignifiantes. Ce n'est pas un exercice servant à savoir ce qu'on pourra faire une fois qu'on aura Dysoné le Soleil, mais de se demander si d'autres l'ont fait. Ça rend le paradoxe de Fermi encore plus vivide, puisqu'on ne pose plus seulement la question « Où sont les extraterrestres de notre galaxie ?», mais on ajoute toutes les autres galaxies. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça vertigineux. Car on peut faire les mêmes calculs, mais en arrière. C'est-à-dire non pas en se demandant combien de galaxies on pourrait atteindre en combien de temps, mais combien de galaxies auraient pu nous atteindre si une ou des civilisations avaient décidé de lancer ce genre de méga projet colonisateur il y a des milliards d'années. En effet, il a été estimé que, parmi les étoiles dans la Voie lactée qui pourraient avoir des planètes avec une vie complexe, 75% d'entre elles sont plus âgées que notre Soleil. Donc la vie aurait pu se développer ailleurs, dans d'autres systèmes stellaires ou galaxies, des milliards d'années avant la Terre. La fenêtre de temps entre civilisation technologique et expansion de masse est incroyablement courte. Même à la moitié de la vitesse de la lumière et en remontant à 2 milliards d'années, 2,5 millions de galaxies auraient pu nous atteindre si les civilisations en avaient eu la possibilité. Aux vitesses les plus rapides, et en remontant plus loin, beaucoup plus de galaxies doivent être ajoutées au paradoxe de Fermi, jusqu'à 388 millions. Cela représente des centaines de millions de trillions d'étoiles, et un nombre de planètes encore plus large. C'est une chose de dire qu'on est l'espèce technologique la plus avancée de la galaxie, mais dire qu'on est la plus avancée parmi 388 millions de galaxies, c'est pas la même solitude là. Alors vous pourriez contre-argumenter que c'est peut-être possible, et même extrêmement facile de lancer un projet de méga expansion. Mais pour diverses raisons plus ou moins plausibles, les civilisations extraterrestres ne veulent pas le faire. Le problème avec cet argument est qu'il suppose une uniformité de motifs, que tous les extraterrestres partagent les mêmes désirs d'éviter l'expansion, ou du moins que tous ceux qui sont capables de s'étendre et capables d'empêcher les autres de s'étendre partagent les mêmes motivations. Ce n'est certainement pas un trait que l'évolution aurait choisi. Et en regardant la variété de la population humaine, on voit déjà plusieurs groupes qui seraient enclins à se lancer seuls dans l'exploration, s'ils le pouvaient. D'autant plus qu'il existe une dynamique similaire au dilemme du prisonnier. Le raisonnement appelé théorie des jeux envisage que chaque civilisation extraterrestre pourrait être parfaitement disposée à ne pas coloniser l'univers, mais peu disposée à courir le risque que d'autres civilisations s'emparent des ressources et galaxies qui pourraient être utilisées contre elles à des fins indésirables. Puisqu'elles s'attendent à ce que d'autres civilisations suivent le même raisonnement, elles sont conscientes de l'opportunité d'être les premières. Un type de course à l'armement.
sur une échelle galactique, intergalactique, universelle. Je dis, ça rigole pas. Alors certains émettent l'hypothèse que la vie sur Terre est le résultat d'un tel projet d'expansion de masse, voire même la vie intelligente, ou nous, Homo sapiens, si vous poussez le curseur de l'arrogance au maximum. Une forme de panspermie pourrait effectivement avoir pour origine une civilisation extraterrestre. Mais l'idée d'envoyer des sondes avec de l'IA et les données d'une civilisation entière sert justement à construire une réplique ou extension de la civilisation d'origine, pas de rebooter le processus de l'évolution. Ce serait un peu comme si les Espagnols avaient envoyé une expédition dans les Andes, et au moment d'arriver, les colons se transforment en chasseurs-cueilleurs sans aucun souvenir de la civilisation espagnole. Pas très efficace. Le fait que nous n'ayons aucun souvenir d'appartenir à une civilisation extraterrestre indique que soit quelque chose a mal tourné, soit que notre origine est naturelle, et donc je ne donnerai pas une très grande probabilité à cette hypothèse. Pour conclure, les auteurs proposent quelques solutions. Peut-être qu'on va se rendre compte que l'intelligence artificielle de niveau humain, ou que les sondes de von Neumann ou une sphère de Dyson sont impossibles, pour toutes les civilisations, dans tout l'univers. Auquel cas, se répandre dans l'univers est bien plus difficile. Les sondes sont déjà arrivées dans notre galaxie, mais on ne les détecte pas. En effet, si les civilisations extraterrestres souhaitaient rester indétectables pendant la phase d'expansion, ce serait relativement facile puisque les sondes sont petites et légères. Mais on pourrait quand même s'attendre à constater certains phénomènes artificiels dans les galaxies voisines, surtout si les sondes sont arrivées il y a des centaines de millions d'années. Les calculs sont peut-être faux, oui, c'est toujours possible. Et enfin, le développement de la vie technologique est bien plus rare qu'on ne le pensait avant ces calculs. Il y a évidemment beaucoup de spéculations. Comment pourrions-nous faire autrement ? Mais je trouve que c'est mieux d'avoir une idée un tout petit peu plus précise sur ce qui est requis pour s'étendre dans tout l'univers, plutôt que de n'avoir aucune idée, ou pire, considérer d'emblée que c'est impossible. C'est le genre de truc qui me fait changer mes priors sur notre rareté dans l'univers pour utiliser un jargon bayésien. Plus ça va, moins j'ai l'impression que nous sommes dans une galaxie à la Star Wars. Ce qui détruit mes rêves d'enfant. Certes, mais bon, l'univers n'a pas à se conformer à mes désirs. Est-ce que vous partagez mon avis que ce genre de calcul renforce le problème de Fermi, ou alors vous pensez que c'est de l'autosatisfaction intellectuelle à caractère plaisant ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour découvrir nos prochains épisodes toujours consacrés au futur. Et n'hésitez pas à explorer nos précédentes vidéos et podcasts dans les différentes playlists. Merci de cliquer sur j'aime ou j'aime pas afin de nous rendre plus visibles aux algorithmes de YouTube, ce qui aide la chaîne à croître. Si vous avez des remarques ou un avis à donner, les commentaires sont là pour ça, et vous pouvez aussi rejoindre le Discord The Flares, lien dans la description. Et enfin, sur le site the-flares.com, nous produisons du contenu exclusif premium, comme des documentaires ou des résumés audio de livres. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci, et à bientôt.